C'est le rendez-vous de l'actualité sur RTI 1. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, les titres. La 33e édition aujourd'hui de la Journée mondiale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, 12 000 nouvelles infections diagnostiquées en 2019. Le message du gouvernement est lu par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Dans ce journal également, nous irons à Saint-Fra, dans la région centre-ouest du pays. Cette localité a célébré récemment la paix. En effet, la campagne électorale et l'élection présidentielle 2020 se sont déroulées dans le calme et la sérénité dans cette zone. Enfin au Tchad, le 30e anniversaire aujourd'hui de l'arrivée au pouvoir de Idriss Déby Itno. Bonjour à tous. Mardi 1er décembre 2020, c'est donc aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, 12 000 nouveaux porteurs de VIH ont été enregistrés l'an dernier, en 2019. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele, a lu hier à son cabinet dans la commune du Plateau la déclaration du gouvernement. Le point avec Franck Quadio. De pandémie, mais aussi autant d'années de recherche pour juguler la maladie. Des efforts notables. N'empêche, l'infection à VIH-Sida est bien présente. L'OMS dénombre 26 millions de personnes vivant avec la maladie et 1,7 million de nouvelles infections avec 690 000 décès liés au sida dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prévalence a certes baissé ces 10 dernières années. Cependant, en Côte d'Ivoire, en 2019, on compte près de 430 000 personnes vivant avec le VIH, dont 64,5% de femmes. Nous y avons recensé plus de 12 000 nouvelles infections. Le slogan de cette 33e édition, qui est « Solidarité mondiale et responsabilité partagée », met en exergue non seulement le rôle crucial joué par le partenariat, mais surtout fait appel au leadership et à la redevabilité accrue de chaque acteur de la lutte. La 33e édition, cette année, ne déroge pas. Sensibilisation et résilience sont de mise. Elle s'inscrit même dans le contexte particulier de la Covid-19. Cette dernière affection nous a justement appris que c'est dans la mutualisation des efforts, dans la solidarité mondiale et dans la responsabilité partagée que nous arriverons à faire face à toutes les menaces de santé publique, ainsi qu'à leurs conséquences humaines, sociales et économiques. Le gouvernement ivoirien est à la tâche. Initiatives de renforcement budgétaire, structurel et stratégique sont une réalité. Le plan stratégique national 2021-2025 reste, selon le ministre, ambitieux. La Côte d'Ivoire entend prendre toute sa part dans l'effort mondial en vue de l'atteinte des objectifs d'élimination du sida à l'horizon 2030. Aussi, avons-nous pris l'engagement d'augmenter notre budget pour la santé de 15% chaque année. Le gouvernement contribue actuellement à hauteur de 48% à l'achat des médicaments antirétroviraux pour le traitement des patients vivant avec le VIH. Cette contribution passera à 60% en 2021. Des objectifs à atteindre qui permettront par exemple la réduction de 75% du nombre de nouvelles infections ou encore de 50% le nombre de décès liés au VIH-Sida. Eugène Aka-Awele préconise la mobilisation et la solidarité de tous les acteurs et à tous les niveaux pour éliminer durablement et définitivement toute contamination puis toute infection au VIH-Sida dans notre pays. À présent, comment évolue le coronavirus en Côte d'Ivoire? Voyons cela tout de suite. « 21 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire compte maintenant 21 331 cas confirmés de coronavirus, 20 964 personnes guéries, 132 décès et 235 cas actifs.
Opération de don de sang organisée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, le COSIM. Deux communes du district d'Abidjan, notamment Abobo et Port-Boué, étaient concernées. Plus de 500 poches de sang ont été collectées le 28 novembre dernier. Pargassoro connaît. Ces imams et guides religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Abobo et Port-Boué, mobilisés à donner leur sang pour sauver des vies humaines. Ces hommes de Dieu répondent ainsi au cri de cœur du Centre national de transfusion sanguine CNTS dû à la pénurie de sang dans les établissements sanitaires. Il y a quelques semaines de cela, Dr Seydou Konaté, directeur du Centre national de transfusion sanguine, alertait l'opinion en disant « Notre pays, la Côte d'Ivoire, manque cruellement de sang ». Face à ces constats alarmants, le COSIM, à travers le département Homonori de la santé et le département du social, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a décidé de répondre à cet appel citoyen et humanitaire et s'engage à sensibiliser la population à donner son sang pour sauver des vies. Pour ces guides religieux et ces fidèles musulmans, donner son sang est un acte de foi. Ils encouragent et félicitent cette action de porte sociale du COSIM. Ça permet de sauver des vies, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. La vie humaine, elle est sacrée. Elle est sacrée pour la religion musulmane. Le COSIM a vraiment fait son travail. J'ai un ami qui était malade, on avait problème de sang. On n'a pas eu sang facilement. Aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a problème de sang. Chaque fois, on en parle à la télé. Donc, ça m'a encouragé, ça m'a donné le courage de venir donner mon sang. Selon le Conseil national de transfusion sanguine CNTS, sur près de 25 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, l'on enregistre 100 000 donneurs, parmi lesquels 50 000 donneurs réguliers. Depuis l'apparition de la crise sanitaire la Covid-19, de 3 600 unités de sang par semaine, les formations sanitaires sont à 260 et de 300 poches de sang par jour. Aujourd'hui, on n'en distribue que 50. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de 230 000 poches de sang par an, la Côte d'Ivoire a malheureusement un total de 160 000. Le ministère exhorte alors les populations à se mobiliser afin de lutter contre la pénurie de sang dans les établissements sanitaires en vue de sauver des vies humaines. Toujours au chapitre santé, cette séance gratuite de dépistage de la drépanocytose à Alépé, dans la région sud du pays. 400 enfants ont été dépistés il y a quelques jours. Une initiative du Lions Club international. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. La crainte, des pleurs, des cris. Ces enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans se verront piquer pour une prise de sang. Une séance de dépistage de la drépanocytose à l'école primaire publique Alépé 1. Une initiative du Lions Club international qui vient soulager les parents. Nous, les parents, quelquefois, on ne sait pas pourquoi nos enfants, soit il est là, il perd le sang régulièrement, on ne sait pas pourquoi. À l'issue de ce dépistage, si c'est la drépanocytose qui fait souffrir l'enfant, on le saura. Dans le cas contraire, si c'est une autre maladie, donc ça sera dépisté aussi. En plus de la drépanocytose pour les enfants, les personnes adultes et des enfants ont pu bénéficier également du dépistage du diabète. On n'attend pas de tomber malade, voilà. Donc j'ai voulu vraiment vérifier mon état de santé. Je suis venue faire le test. Pour cette opération, ce sont plus de 400 enfants qui ont été dépistés pour le compte de la commune d'Alépé. Une opération qui s'inscrit dans le programme d'activité du Lions Club international PASSEM et de la zone 313. Il s'agit pour le président Youssouf Traoré et ses camarades d'œuvrer pour le bien-être des populations, surtout les enfants issus de familles démunies. Nous avons choisi de faire la drépanocytose parce que c'est un mal qui ronge beaucoup de populations, surtout les enfants. Et je pense qu'il était normal que nous puissions nous intéresser à ce fléau-là. Représentant le préfet d'Alépé, le secrétaire général de la préfecture s'est félicité de l'initiative du Club Service qui vient contribuer à la lutte contre la pauvreté dans sa circonscription administrative. C'est un bonheur immense parce que nous avons l'assurance qu'à travers ce dépistage-là, plus de 200 enfants vont avoir un meilleur encadrement. Vous le savez, la drépanocytose est une maladie certes héréditaire mais invalidante.
Donc de le savoir par avance permet donc un meilleur encadrement de ces enfants. Cette caravane démarrée à Alépé va s'étendre à d'autres localités de la Côte d'Ivoire, notamment à Bengourou, Yamsoukro et Korogo. Il faut rappeler que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 5 axes prioritaires des Lions Club. Il s'agit notamment de la lutte contre la faim, le diabète, le paludisme, la protection de l'environnement et la vue. Autre actualité nationale avec cette session de formation des candidats admissibles aux différents concours 2019 de la fonction publique. Objectif, les rendre plus dynamiques et compétents dans leur travail. Grace Kando. Chaque jour, à partir de 7h30, le fonctionnaire doit être ponctuel. Il doit être assidu. Et il doit personnellement et physiquement être à son poste de travail. Ce cours porte sur la déontologie de la fonction publique. Après le concours d'entrée dans l'administration publique, retour à l'école pour les candidats admis. On apprend que, en tant que fonctionnaire, on a d'abord des avantages, mais plus des obligations. Et que nous devons nous mettre à la disposition de notre pays, de la nation, et être honnêtes dans tout ce que nous allons faire. Environ 7000 futurs fonctionnaires sont concernés par cette formation. Ils sont répartis en 4 catégories, A, B, C et D, qui sont les différents grades de l'administration. Déontologie de la fonction publique, technique administrative, technique rédactionnelle sont les matières dispensées. Pour les nouveaux fonctionnaires qu'ils sont, ils doivent savoir rédiger les courriers, les lettres à forme personnelle et les lettres entre services. Ensuite, il y a les documents d'information interne, qui sont le procès verbal, compte rendu, rapport, etc. Ensuite, il y a les documents d'information externe, comme les communiqués, les avis, les convocations. Ces modules de formation permettront aux nouveaux fonctionnaires d'avoir une connaissance du milieu professionnel et d'acquérir des outils nécessaires pour intégrer la fonction publique. J'apprends beaucoup parce que j'ai une mission au futur en tant que fonctionnaire, donc de contribuer à la réalisation aussi bien du programme de l'administration. Et il me faut donc à la fonction et au poste donc, que j'occuperai maîtriser ces rudiments-là en vue d'être performant. La formation était un peu accélérée, mais avec la compétence de ces formateurs, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses qui pourront nous servir dans l'administration et être des fonctionnaires de qualité dans l'avenir. Cette formation en administration de base se déroule en termes de volume horaire par module de 30 heures et les emplois sont répartis en fonction des catégories. Les personnes qui sont recrutées, certains sont recrutés à partir du BPC, du bac, n'ont pas de connaissances ou de passé administratif. Donc lorsqu'ils arrivent et tout de suite on les met au travail, ils sont un peu perdus et l'administration se rend compte que c'est des collaborateurs qu'il faut prendre en charge d'une manière particulière et ça rajoute à la difficulté entre la proclamation des résultats et la prise de service. Parce qu'il y avait une période d'attente et cette période a été mise donc à profit pour former et permettre aux auditeurs qui sont des futurs fonctionnaires d'être prêts. Il y a des objectifs d'efficacité à atteindre dans l'administration. Quel style de management faut-il utiliser pour aborder le privé aujourd'hui qui est en face de nous, avec lequel nous travaillons? Sur le terrain aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire pour les résultats que nous obtenons au regard de la politique générale du gouvernement, la fonction publique contribue en grande partie au développement et d'ailleurs, je dirais, à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais sur le terrain, nous avons une satisfaction totale et entière. Après ces différentes formations, d'autres étapes sont annoncées. Après la formation, nous produisons l'arrêté d'admission parce qu'ils étaient admissibles. L'arrêté d'admission vient mettre fin à l'admissibilité pour leur déclarer leur admission. Et après l'admission, évidemment, il faut les affecter. Donc, nous les affectons dans les différentes administrations. Et dès l'instant où ils prennent service,
que le service d'accueil nous fait retour de leur certificat de prise de service, nous utilisons le certificat de prise de service pour produire ce qu'on appelle l'arrêté de nomination dans leur emploi, l'arrêté définitif, qui effectivement a un effet financier. Et c'est à partir de là qu'ils connaîtront ce qu'on appelle le premier mandatement, c'est-à-dire toucher le premier salaire. Une administration moderne, dynamique et performante, c'est ce à quoi aspire le ministère de la fonction publique. Un mot à présent sur cet atelier organisé récemment par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Il s'agissait de renforcer les capacités des cadres de l'administration publique sur les méthodes et outils de la prospective stratégique. Les détails, Mahama Traoré. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique révèle qu'une faible proportion de cadres ivoiriens dispose de compétences en prospective. Et pourtant, c'est une notion que devrait appliquer tout département en charge de la planification au sein d'une administration afin d'anticiper sur l'avenir. Face à une telle évidence, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique multiplie les séances de formation à l'endroit des cadres du secteur public et du privé, comme ce fut le cas récemment à Adzopé, capitale de la région de Lamé. La Côte d'Ivoire a une longue expérience, une longue tradition de réflexion prospective. Il faut faire en sorte pour promouvoir la culture de l'anticipation dans toutes les composantes de la population ivoirienne. Cette prospective se fera en termes de veille et vraiment nous permettra d'élaborer des scénarios qui vont nous permettre de faire des recommandations pour les stratégies d'entreprise. Donc ça sera de la veille stratégique pour les entreprises. Le plan stratégique est toujours arrimé sur les éléments de planification au niveau national qui eux-mêmes prennent appui sur les éléments de politique prospective qui sont déjà élaborés donc, par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. En tant qu'acteur de développement local, cet atelier nous aura permis de voir un peu l'importance de la prospective dans la chaîne de la planification, de la programmation, de la budgétisation et du suivi et évaluation dans le processus d'élaboration dans le plan triennal. Cette session de formation a aussi permis aux auditeurs de s'approprier les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Cette étude, adoptée en 2015 par le gouvernement, évoque plusieurs schémas de développement pour la Côte d'Ivoire. Le plus réalisable à l'horizon 2040 est celui d'une nation qui se présentera comme une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Saint-Fra, dans la région centre-ouest du pays, a célébré la paix et ses artisans le 28 novembre dernier. En effet, la campagne électorale et l'élection présidentielle 2020 se sont déroulées sans heurts dans cette localité. C'est un reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Sur l'élection présidentielle d'octobre dernier, les populations de Saint-Fra, dans leur diversité, sont unanimes. Aucun heurt enregistré avant, pendant et après le scrutin, soit le triomphe de la paix en 2020, tout le contraire de la présidentielle de 2010, marquée pour Saint-Fra par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels. Unanimité des populations aussi sur les artisans de ce climat électoral 2020 de paix à Saint-Fra, à savoir les élus et cadres, avec à leur tête le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobibalo. Partout en Côte d'Ivoire, là où il y a eu affrontement, c'est la jeunesse qui a perdu. Et nous, à Saint-Fra, vraiment, nous sommes heureux. C'est la femme qui fait enfant. C'est la femme qui porte 9 mois. C'est seule la mère qui connaît les douleurs de l'enfantement. C'est pour cela que le travail fait, c'est notre dignité, c'est notre fierté. Merci de privilégier le vivre ensemble et la cohésion sociale, répond le secrétaire d'État aux populations, et de leur expliquer qu'elles sont désormais en phase avec le président Alassane Ouattara sur l'idéal de paix. Epiphane Zorobibalo révèle le développement comme le meilleur avenir pour Saint-Fra avant d'appeler au renforcement de cette paix retrouvée. Nous avons compris que le secret du développement, c'est la paix. Nous avons compris que le secret du bien-être de chacun d'entre nous, c'est la paix. Et c'est cet élan que nous voulons maintenir pour les échéances futures. Nous avons un objectif, donner la majorité parlementaire à notre président de la République, Alassane Ouattara,
pour qu'il ait les outils de gouvernance. Au récent scrutin présidentiel, le département de Saint-Fra a participé pour environ 70% contre 64% pour toute la région de la Marawi. Toujours dans le centre-ouest du pays, Yo, enfin réconcilié avec Zougoussou. Ces deux villages ont fumé le calumet de la paix le 28 novembre dernier et ont promis qu'il n'y aura plus jamais d'affrontements communautaires sur leur terre. Cérémonie en présence du sénateur de la Maraoué, Paulin Alomo. Retrouvons tout de suite Léon Brou de RTI Boaké. Voici Yo ou Zougoussou, deux villages devenus un sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé. Ici, la rivalité mine la cohésion sociale. Pourtant, la limite encore visible entre ces deux localités reste cette école qu'elles ont bâtie avec 4 villages voisins. Une semaine plus tôt, Yo et Zougoussou en sont même arrivés à l'affrontement. À l'origine, le démarrage en ces lieux de travaux de construction par les populations de Zougoussou, un projet par imitation de la communauté sœur de Yo, déjà détentrice de ces magasins, toujours à proximité de l'école commune. Nous aussi, on a voulu faire un petit magasin derrière l'école. Yo s'est plaint. Qu'est-ce qui se passe? Où vous êtes en train de construire là, c'est notre école. On n'a pas un droit de construire là. Notre village voisin, c'est-à-dire Zougoussou, veut construire sur une rue centrale, c'est-à-dire qui est entre Zougoussou et Yo. Donc j'ai appelé le chef de Zougoussou pour lui dire d'intervenir auprès de sa population pour ne pas construire sur cette rue. Retour maintenant au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la paix, engagement de Yo et Zougoussou au terme de la médiation conduite par des chefs coutumiers et le sénateur de la région de la Marawi. Il y a un qui avait donné la terre à l'autre depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, avec la population augmentant, il y a un problème d'occupation de terre. Ils ont un problème de nom d'école. Ils veulent que l'école ne porte plus le nom d'un seul. Ça, c'est des trucs qui sont réglables. Mais ce qui est le plus important, c'est la paix de cœur. Nous sommes dans un pays de droit. Nul n'a le droit de se faire justice. Vider ce litige foncier pour amener Zougoussou et Yo à enterrer définitivement la hache de guerre, le comité de médiation du sénateur Alomo Paulin va poursuivre ses rencontres après que la promptitude du corps préfectoral et des cadres a permis de circonscrire les récents affrontements et ramener la paix entre Yo et Zougoussou. Des réjouissances également à Djidjikro, ce village situé dans la région sud du pays, dans le département de Grand Laou, est désormais électrifié. Projet estimé à environ 100 millions de francs CFA. Le point avec Samuel Dingui. Les populations de Djidjikro, sous-préfecture de Grand Laou, mobilisées pour célébrer la connexion de leur village au réseau électrique. Une fête de la lumière alors, pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement, qui ont bien voulu débourser plus de 100 millions de francs CFA pour sortir Djidjikro de l'obscurité. C'est par la voix du porte-parole des cadres de Djidjikro que les populations ont exprimé au chef de l'État, Alassane Ouattara, leur satisfaction pour le développement de leur village. À Djidjikro, les populations adhèrent à cette politique du développement au visage humain du président Ado. Cette population souhaiterait le déclassement d'une partie du parc d'Azagny et sa mise à disposition du village. Le démarrage effectif des travaux du collège de proximité, qui sera un véritable ouf de soulagement pour nos parents, dont l'affectation en 6e de leurs enfants ailleurs leur pose de multiples soucis. Un nouveau château plus grand est le vœu cher des populations. Le représentant de la marraine Gandia Camara et le président de la cérémonie, Sissé Ibrahima, PCA de Côte d'Ivoire Énergie, ont tour à tour renouvelé leur engagement à accompagner le village sur la voie du développement. Que cette lumière qui désormais étincelle dans le ciel de Djidjikro brille en chacun de nous et nous apporte la paix et le bonheur. Toutes les demandes formulées ici seront transmises à Madame le ministre. Elle a opté pour les collèges de proximité.
avec l'électricité, le quotidien de nos braves femmes s'en trouve allégé, l'exode rural est freiné, les enfants ont de meilleurs rendements grâce à la lumière, le divertissement devient possible. En plus d'une enveloppe remise par la marraine, le village a bénéficié d'un tricycle, d'un congélateur et de 2 millions de francs CFA pour la contribution à la construction du centre de santé. Un don de Cissé Ibrahim, PCA de Côte d'Ivoire Énergie. Un tout autre sujet à présent avec la relance de la politique de planification urbaine en liaison avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le Bureau national d'études techniques et de développement a donc réalisé des études relatives à la définition des nouveaux outils de planification urbaine. Les explications de Mamadou Kouassi. 6 mois, la Côte d'Ivoire sera dotée de nouveaux outils de planification urbaine. Un dispositif qui permettra à la nation ivoirienne de replacer les villes au cœur de la politique des villes durables. Il s'agit également d'infléchir les effets néfastes, la forte urbanisation non maîtrisée des villes ivoiriennes. C'est ce qui ressort de l'atelier initié par le ministère de la Ville, avec la contribution du ministère de la Construction, du Logement et du Urbanisme et du BNET. Représentant le ministre de la Ville, Moumouni Silla, directeur de cabinet, a souligné l'impérativité d'actualiser les outils de planification urbaine face au constat de l'inadaptation des plans actuels afin d'encadrer la politique d'urbanisation. Il était bon que nous nous retrouvions solennellement lancer cette étude-là parce qu'à nos yeux, ça revêt une importance particulière. Les outils existants sont aujourd'hui dépassés, mais il faut aujourd'hui nous ajuster, nous mettre au diapason des évolutions opérées dans le domaine. Et il était important qu'on puisse ensemble, avec le ministère technique concerné, nous accorder sur la question. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire dispose depuis février 2020 d'une politique nationale de la ville. Et l'élaboration des outils de planification urbaine figure en bonne place dans ce nouveau document. Direction à présent Tengrela, dans l'extrême nord du pays. Des équipements didactiques et bureautiques d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA ont été offerts il y a quelques jours aux acteurs de l'éducation nationale. Un don de la députée Mariam Traoré, soutenu par le président de la République, Alassane Ouattara. Le point, Soro Corona de RTI Bouaké. 1000 tables-bancs, des mallettes pédagogiques pour le primaire et le secondaire, des cartons de craie, des papiers RAM, des équipements de bureau et des splits, dont d'une valeur de 25 millions de francs CFA du député de Tengrela à la famille éducative de la localité. Une action qui vient en soutien au programme social du gouvernement et à la politique de l'école obligatoire. La donatrice a d'entrée de jeu traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et à son premier ministre, Ahmed Bakayoko, pour les efforts consentis pour l'éducation à Tengrela. Mariam Traoré a alors exhorté les enseignants et apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une éducation de qualité dans la localité. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour l'enseignement en Côte d'Ivoire. J'ai décidé cette année d'être à vos côtés. Je remercie encore et encore le président Alassane Ouattara. Je viens dire aux enseignants de Tengrela, je viens dire aux enfants de Tengrela que Mariam Traoré n'a pas rapproché parce que je n'ai encore rien fait pour l'éducation de Tengrela. La famille éducative a remercié la donatrice qui vient par ce geste renforcer la formation des enfants de Tengrela. Ces équipements seront répartis dans toutes les écoles du département de Tengrela. Les locaux de l'inspection de l'enseignement primaire ont été également équipés en matériel de bureau. Enfin, 1er décembre 1990, 1er décembre 2020, c'est aujourd'hui le 30e anniversaire de l'arrivée au pouvoir au Tchad de Idriss Déby Itno. Le 1er décembre 1990, à la tête donc du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno s'emparait de N'Djamena, la capitale tchadienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. D'autres informations sur rti.ci.